Le 4 novembre 2019, c'était une journée claire et sans vent dans l'état de Sonora, au nord-ouest du Mexique. Vers 1h de l'après-midi, une explosion semblable à une bombe a secoué la tranquillité des habitants de La Mora. Une communauté composée principalement de Mormons descendants de la famille Levanon. En sortant de chez eux et en regardant en direction de l'explosion, ils ont découvert une colonne de fumée noire qui s'élevait de la route. Dans les collines de la Sierra Madre occidentale, des messages ont commencé à apparaître sur les téléphones des habitants. Peu après, une vidéo est apparue. Un homme s'était approché suffisamment près du lieu de l'incendie pour découvrir qu'au centre de tout cela, il y avait un pick-up en feu. Peu de temps auparavant, ce véhicule était sorti du village avec une femme au volant. La femme s'appelait Ronita Maria Miller et elle était accompagnée de ses 4 enfants. Ils étaient tous à l'intérieur du véhicule calcinés. Immédiatement, la communauté s'est mobilisée. Ronita et sa famille n'étaient pas partis seuls. Il manquait 2 autres camionnettes avec 2 femmes adultes et d'autres enfants, dont certains étaient des bébés. Mais que se passait-il? Eh bien, ne nous précipitons pas. Le massacre de la famille Le Baron a marqué un tournant dans l'histoire récente du Mexique. La communauté mormone, qui habite la région depuis 1924, a été complètement bouleversée par une tragédie, qui a laissé un terrible bilan, 3 femmes et 6 enfants assassinés. Mais cette histoire n'a pas été un fait isolé, en plus du long historique de massacres liés au crime organisé au Mexique. En réalité, la famille Levaron paraît vouée à un drame interminable. Enlèvements, menaces et morts ont mis en échec une communauté qui, il n'y a pas si longtemps, se distinguait par sa vie paisible, dévouée et en contact avec la nature. Quand la mort les a frappés, les questions ont surgi sans cesse. Sont-ils ciblés par un cartel de la drogue? Les théories suggèrent-elles qu'ils avaient des dettes et voulaient voler des terres et de l'eau? S'agissait-il d'un crime perpétré pour déstabiliser le gouvernement mexicain ou bien était-ce une erreur qui a conduit à un massacre? En définitive, quelles terribles raisons peuvent se cacher derrière un crime dont les plus jeunes victimes n'avaient que 8 mois? Pour répondre à ces questions et à d'autres, nous allons plonger dans le tragique et sombre cas du massacre de la famille Le Baron. L'Aaron. Pour comprendre quelles sont les caractéristiques d'une famille comme les Le Baron, il est nécessaire de remonter à de nombreuses générations en arrière. Et bien plus de personnes qu'on ne pourrait l'imaginer au départ. Cette histoire a réellement commencé en 1845 lorsque les Mormons ont établi le lac Salé. Utah. L'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours était apparue en 1830. Mais une décennie et demie plus tard, ils avaient plusieurs branches, dont la tendance la plus fondamentaliste qui s'est installée dans l'Utah, avec l'idée d'établir une communauté durable. Mais rapidement, le gouvernement américain a vu dans ce groupe une menace pour sa gouvernance. Ils craignaient qu'ils veuillent former leur propre État et ont décidé de les expulser. Comment y sont-ils parvenus? La mesure la plus efficace a été d'interdire la polygamie, une pratique courante et même attendue dans cette communauté. La mesure a été efficace, et plusieurs dirigeants ont décidé de quitter le pays à la recherche d'un autre endroit où ils pourraient vivre selon leurs propres règles. L'un de ces dirigeants était Alma Dyer Le Baron, qui est arrivé à la frontière entre Chihuahua et Sonora avec l'approbation du gouvernement mexicain. Les Mormons, considérés comme une communauté persécutée pour des raisons idéologiques, ont obtenu l'asile là-bas. Ils ont ainsi pris le contrôle du nord du Mexique en partie. Et Le Baron a fondé sa propre église, qui avec le temps a conduit à la création d'un village entier, connu sous le nom de Colonia Levaron, dans l'état de Sonora. Avec le temps, un autre village mormon est apparu à quelques kilomètres, à Rancho La Mora, dans la municipalité de Bavispe. Ainsi, la famille a commencé à croître exponentiellement. À la polygamie s'ajoutait une tendance aux familles nombreuses qui se maintient encore aujourd'hui. L'arbre généalogique Levaron est devenu vraiment très touffu, et il est devenu courant que chaque homme ait en moyenne une 50aine d'enfants avec plusieurs épouses différentes. Il n'est donc pas étonnant que le nombre de petits-enfants ait rapidement atteint les centaines. Pour donner un exemple, on estime que l'arrière-grand-père Levaron, celui qui a fondé le village, a eu 10 000 descendants directs. 4 générations ont attendu pendant que le village devenait trop petit, les poussant à communiquer avec les communautés voisines. L'industrie principale qui a soutenu la population depuis ses origines a été la culture des noyers et la commercialisation de leurs noix. Mais à mesure que la famille s'agrandissait, les opportunités d'emploi ont commencé à se faire rares et beaucoup de jeunes ont décidé de tenter leur chance aux États-Unis. Ainsi, la carte d'influence des Le Baron s'est élargie en même temps que leur taux de natalité.
Mais le nouveau siècle a apporté de nouveaux défis et des dangers inattendus pour la paisible communauté. La violence, qui commençait à frapper durement dans différentes régions du Mexique, a fini par franchir les murs d'un village qui avait ses propres règles, mais qui ne vivait pas complètement isolé. En 2009, la soi-disant guerre contre le narcotrafic s'est intensifiée à travers le pays, et à Sonora, la présence des groupes du crime organisé a commencé à se faire sentir. Le 2 mai de cette année-là, la famille Les Barons a subi de plein fouet le premier coup. Mais ils ne se doutaient pas que cela ne serait qu'un simple frôlement, la plus légère antichambre d'une horreur qui arriverait une décennie plus tard. Le nom de famille Les Barons a fait la une des pages de faits divers des journaux mexicains pour la première fois suite à une affaire tendue et mystérieuse. Éric Les Barons avait 17 ans lorsqu'il a été enlevé par un présumé cartel de narcotrafiquants qui a exigé le paiement d'une rançon d'1 million de pesos mexicains. La nouvelle a été largement couverte et a ouvert un débat inattendu lorsque la famille Les Barons a annoncé publiquement qu'elle n'avait pas l'intention de payer un seul centime. Benjamin Les Barons est devenu l'un des porte-paroles du clan. Et il a expliqué devant les caméras de télévision et les journaux qu'il désirait ardemment qu'Éric soit libéré, mais qu'il ne jouerait pas le jeu proposé par les mafias. Dans un geste risqué, certains ont interprété que la famille tenait tête aux organisations criminelles. Cela a été admiré par beaucoup, mais cela a aussi provoqué une contre-attaque de la part des ravisseurs. Cependant, l'histoire a finalement donné raison aux Levarons, et Éric a été libéré sain et sauf. 8 jours plus tard, le jeune homme est revenu auprès de sa famille, et cela a semblé être la fin d'un cauchemar qui, en réalité, ne faisait que commencer. Les médias ont longuement débattu de la décision des Levarons de ne pas payer la rançon, et certains ont prédit que cela pourrait avoir des conséquences à court terme. Que feraient les cartels s'ils sentaient que, médiatiquement, une famille de Mormons leur avait tenu tête et avait gagné? La réponse est arrivée peu après, et cette fois, la cible a été Benjamin Le Baron lui-même, le membre le plus en vue de toute la famille. Devenu un activiste, cet homme de 32 ans semblait se profiler comme un futur leader. Anti-cartel, mais cela n'a pas pu être. Le 7 juillet 2009, à peine 2 mois après l'enlèvement d'Éric, un groupe de 10 hommes lourdement armés a fait irruption dans la maison de Benjamin. Ils l'ont frappé et torturé devant sa famille, puis ils l'ont emmené pendant qu'ils le forçaient à monter dans un camion. Louis Whitmar, le beau-frère de Benjamin, a essayé de le défendre, mais a également été capturé par les narcos. La fin est celle que vous pouvez déjà deviner. Tous deux ont été exécutés à peu de distance du village, et ce double crime est resté comme un message direct au cœur du clan. Mais le groupe a encore démontré son unité et sa force. Les assassinats de Benjamin et Luis ont été le déclic pour que davantage de porteurs du nom de famille se lèvent pour demander la paix au Mexique. Durant la décennie suivante, Julian Le Baron a repris le flambeau de Benjamin en tant que porte-parole. De son côté, Alex Le Baron González s'est lancé en politique et est devenu député pour le Parti révolutionnaire institutionnel, alors qu'il semblait que, malgré leur résilience, les Le Baron s'étaient relevés de leurs cendres. On était en train de planifier un massacre qui dépasserait toutes les limites et remettrait la famille au centre d'une tempête impitoyable, une terrible embuscade. Ronita Maria Miller, 30 ans, a installé ses 4 enfants dans la voiture et est partie vers l'aéroport international de Phoenix, en Arizona. Elle était tellement heureuse qu'elle n'a jamais pensé que le destin semblait lui dire de ne pas faire ce voyage. Son mari était parti aux États-Unis 2 semaines plus tôt. Ce 4 novembre 2019, elle attendait impatiemment son retour. Elle avait prévu d'aller l'accueillir avec ses jumeaux de 8 mois et ses 2 autres enfants, un peu plus âgés. Mais après avoir avancé de quelques mètres, l'un des pneus a éclaté et Ronita a décidé de faire demi-tour. Elle a rendu visite à un proche pour lui expliquer la situation. Elle était déterminée à aller surprendre son mari et à lui rendre son retour joyeux, mais soudain, elle s'est retrouvée sans véhicule. On lui a vite prêté une camionnette et elle est repartie sur la route en caravane. Downa Ray Langford, 43 ans, et Christina Mary Langford Johnson, 29 ans. Elles allaient à un mariage dans 2 autres camionnettes par un chemin similaire, alors elles ont décidé de partir ensemble. Les voitures de Down et Christina contenaient plus d'enfants. Au total, 14 enfants d'âge variés étaient répartis entre les 3 véhicules. Dans la famille Le Baron élargie, il était courant que tout plan soit discuté en grands groupes. Ainsi, les femmes ont quitté la Mora en file sur la route et, plus loin, elles prendraient des directions différentes. Mais elles n'ont parcouru que quelques kilomètres, juste assez pour que leurs proches entendent une explosion, suivie du bruit des coups de feu.
À un certain point sur la carte, entre les villages de San Miguelito à Sonora et Pancho Villa à Chihuahua, quelque chose a brutalement changé le cours des événements. Quand les habitants de La Mora ont vu un incendie se profiler entre les montagnes, ils sont allés voir ce qui se passait. Une vidéo montrerait la découverte horrible de la voiture que Ronita avait empruntée quelques minutes plus tôt, complètement calcinée. Il ne restait que le squelette métallique du véhicule et, à l'intérieur, les restes d'elle et de ses 4 enfants. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. La nouvelle a glacé toute la famille Le Baron. L'événement en cours était incroyable pour tous. La tragédie revenait les hanter et cette fois, elle dépassait le pire cauchemar imaginable. Au fur et à mesure que la nouvelle selon laquelle Ronita et ses enfants étaient morts dans un incendie parvenait aux oreilles de tous, une question poussa tout le village à entamer une recherche désespérée. Où étaient les voitures de Donna, Christina et des 10 autres enfants? Ils ont appelé les parquets du Chihuahua et du Sonora pour de l'aide, mais elle n'est pas venue rapidement. Les autorités leur disaient qu'il s'agissait d'une zone difficile d'accès et qu'ils n'avaient pas de carburant dans les hélicoptères pour commencer la recherche officielle. Avec les ressources disponibles, ils ont décidé de partir eux-mêmes rechercher sur le terrain. Que s'était-il passé avec le reste de leurs proches? La principale crainte était que les femmes et les enfants aient été enlevés par les narcos. La mort de Ronita et de ses enfants ne laissait place à aucune hypothèse. Sans aucun doute, ils avaient été attaqués par un cartel. Il semblait que cette histoire de l'enlèvement d'Eric se répétait comme une malédiction dont la famille ne pouvait pas échapper. Pendant des heures et des heures, ils les ont emmenés, ont couvert tout le terrain possible, conduisant sur les routes alors que l'après-midi tombait et que la nuit commençait à tomber. Toujours sans l'aide des agents officiels, ils cherchèrent dans l'ombre, priant pour que les silhouettes qui apparaissaient sur la route ne soient pas les cadavres de leurs proches. Le cauchemar est devenu réalité à leur arrivée à la brèche. Les corps de Donna et Christina étaient étendus au milieu de la route. Elles avaient été criblées de balles. Mais ce n'était pas tout. Les camionnettes arrêtées sur la même route portaient aussi des traces de dizaines de balles sur les portières, les pare-brises et les roues. À l'intérieur des véhicules, les corps de Trevor Harvey Lanford, âgé de 11 ans, et de Rogan G. Lanford, un bébé de 2 ans, gisaient comme la dernière confirmation de l'horreur qui venait de se déchaîner. Dans cette communauté, il y avait 9 victimes mortelles et de nombreux enfants étaient encore portés disparus. Un miracle trouva sa place sur l'un des sièges. Une petite fille de 7 mois, sale et épuisée, était assise dans son siège bébé. Trop fatiguée pour pleurer, elle était néanmoins en vie. 10 heures après l'attaque, une autre nouvelle a apporté du soulagement au Levaron Mackenzie. L'une des filles a disparu, avait erré sans but pendant 8 km avec une blessure par balle au bras jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée par son oncle. Elle était sortie de la voiture criblée de balles pour chercher de l'aide et s'était perdue. De 20, 13 ans l'un des aînés a caché ses petits frères et sœurs dans les buissons et il a couru 15 km à la recherche de quelqu'un qui pourrait lui apporter du soutien au milieu de ce calvaire. Sur les 14 enfants qui étaient ressortis du village cet après-midi-là, 6 étaient morts et les autres avaient été blessés par balles. C'était trop, et les questions n'ont fait que se multiplier. La nouvelle du massacre a rapidement pris une importance internationale. Comme cela s'est produit si près de la frontière, l'affaire est devenue une question de politique régionale. Le président mexicain de l'époque, Andrés Manuel López Obrador, a déploré l'incident lors d'une conférence de presse le lendemain, et son homologue américain, Donald Trump, a fait de même sur Twitter. La tension entre les deux présidents est restée vive, même dans ces circonstances. López Obrador a rejeté l'aide américaine, et Trump a poursuivi son propre agenda en demandant que le pays voisin déclare la guerre au narcotrafic. Sur le plan domestique, la famille Le Baron vivait un véritable calvaire, espérant que Dieu élimine ces monstres. Les funérailles des 9 victimes mortelles ont complètement anéanti l'esprit combatif habituel de la famille mormone. Les enfants survivants de l'attaque affichaient des séquelles laissant présager un long parcours de guérison. Certains des petits avaient été grièvement blessés lors de la fusillade, mais rien ne se comparait au traumatisme émotionnel d'avoir été témoin d'une telle atrocité. L'affaire, qui dominait les médias à la fin de 2019 et qui finirait par être éclipsée par l'explosion de la pandémie. Quelques semaines plus tard, Sumo a soulevé des questions qui dans certains cas étaient un peu plus que gênantes. La théorie officielle du gouvernement mexicain était principalement que la tragédie subie par les Le Baron était essentiellement le résultat d'une confusion. Sous cette hypothèse, on enquêtait sur la possibilité que le cartel de la drogue qui avait attaqué le convoi ait eu une autre cible et qu'ils aient simplement confondu les victimes. Cependant, beaucoup remettaient en question la possibilité que les narcos aient criblé de balles et incendié des voitures transportant des familles.
14 enfants de moins de 12 ans. Confondus avec un cartel rival, il y avait malheureusement des précédents. Dans la nuit du 26 au 27 septembre 2014, 43 étudiants d'Ayotzinapa avaient été enlevés et portés disparus. L'hypothèse principale suggère qu'ils ont été pris pour un cartel alors qu'ils allaient en fait à une manifestation étudiante. Mais selon de nombreux analystes, cela ne semblait pas très plausible dans l'affaire Levaron. L'autre option, bien plus inquiétante, suggérait que depuis une décennie, les cartels de la drogue opérant dans cette région du Mexique étaient décidés à décimer les Mormons. Dans quel but? Possiblement territorial, les chasser de la zone où ils s'étaient installés depuis des années et prendre le contrôle de toute la région. Il était même possible que le terrain ne soit pas directement disputé par un cartel contre la famille Levaron, mais que les Mormons se soient retrouvés au milieu d'une guerre entre des organisations qui voulaient toutes deux s'emparer de cet endroit. Mais, quelle que soit l'hypothèse qui expliquait le mieux les faits, la question restait posée. Qui avait été chargé de tuer les femmes et les enfants? D'où provenait cette injonction terrifiante? Avec le temps, certains suspects et noms propres ont commencé à apparaître. Au cours de 4 années, les enquêtes ont révélé que beaucoup plus de personnes qu'on ne le pensait à l'origine avaient pris part au massacre. Au total, 33 personnes ont été arrêtées. L'un des porte-parole de la famille, Adrian Lebaron, dont la fille et le petit-fils ont été assassinés, s'est réjoui des nouveautés. L'un des noms qui a émergé comme possible instigateur du massacre est celui de José Osvaldo Vázquez Borrego, alias Coma Peter, présumé opérateur du nouveau cartel de Juárez, l'organisation que l'on pense être responsable du massacre. Dans les semaines précédentes, des agents du secrétariat de la Défense nationale et de la police fédérale ministérielle avaient arrêté Martin N., désigné comme un autre idéologue. Au fil des années, 36 personnes ont été arrêtées. Et Adrian Lebaron a réitéré sa demande pour que l'affaire soit considérée et enquêtée comme un acte de terrorisme. Les condamnations ont commencé à tomber fin 2023. Fidel Alejandro, alias El Chiquilín, a été reconnu coupable du crime de délinquance organisée et il a été considéré comme faisant partie du bras armé du cartel de Juárez. Un quartier connu comme la Linea. Le plus troublant est qu'El Chiquilín n'était pas seulement lié aux narcotrafiquants et que le massacre a pris de l'ampleur. Mais en parallèle, il dirigeait la sécurité publique municipale de Llanos. Cela ouvrait la sombre possibilité que le massacre ait pu être perpétré. Grâce à la protection politique que certains de ces groupes recevaient de la part de certains secteurs de la haute sphère municipale. Si tel était le cas, l'intrigue serait bien plus complexe et sombre qu'une simple erreur, comme l'avait suggéré l'hypothèse officielle. Ainsi, une conspiration pour dissimuler les faits devenait possible. Un autre des condamnés fut Fidencio Alejandro G., alias El Llanos, également lié à la filière. Cependant, la peine de 12 ans de prison infligée a laissé un goût d'insuffisance au Levaron. La famille a contesté la sentence et a averti du risque que le massacre reste impuni. Du côté de l'auteur intellectuel, on a pointé du doigt Leonardo Luján Saucedo, alias Chamona, qui jusqu'au moment du tournage de cette vidéo n'a reçu aucune condamnation. Malgré les nombreuses personnes impliquées, le temps a laissé la communauté avec le sentiment que la vérité complète ne sera jamais révélée. Que s'est-il passé ce 4 novembre 2019? Peu de temps après le 5e anniversaire du massacre, la communauté Levaron n'a jamais été la même. La première conséquence directe a été la peur, la seconde, l'exode. Dans les mois qui ont suivi le massacre, la peur s'est installée dans les différents foyers mormons. Et nombreux sont ceux qui ont décidé de s'éloigner le plus possible de la mort et de ces endroits où ils s'étaient installés. Au cœur d'une campagne médiatique qui s'est avérée parfois très critique envers la famille Lebaron, qu'ils ont même accusé de vouloir s'approprier des ressources naturelles ou d'être liés à El Chapo Guzman. Le climat s'est encore dégradé. Il convient de préciser que les membres de cette communauté mormone ont été accusés de commettre des passages à tabac répétés, des mariages de mineurs et d'autres abus. Dans le livre de mémoire « La fille du polygame », écrit par une femme qui s'est enfuie du clan, Anna Levaron, pour beaucoup, bien qu'ils se montrent comme vulnérables, les Levaron cachent de terribles secrets qui n'ont pas encore été révélés. Dans le documentaire « Levaron, mort sur la terre promise », on enquête sur tous les points obscurs de cette affaire et on réfléchit surtout à l'après du massacre. Des zones entières autrefois habitées par des familles mormones sont devenues des villes fantômes. Même des vallées entières dans le nord du Mexique se sont retrouvées désertées. Les Levaron eux-mêmes et d'autres descendants de la même lignée familiale ont témoigné dans le documentaire pour une seule raison.
Ils estiment qu'au cours de toutes ces années, ils ont été à nouveau victimes de la justice et des médias, comme c'est le cas, selon eux, pour la majorité des victimes de la violence armée au Mexique. La violence au Mexique a continué avant, pendant et après ces événements. Au cours des 6 dernières années, selon les données de la British Broadcasting Corporation, 115 000 personnes ont disparu et 72 005 corps sont entrés dans les services médico-légaux sans être identifiés. La famille Lévaron, comme beaucoup d'autres, attend toujours des réponses, tout en s'éloignant à l'horizon, cherchant un endroit qu'ils pourront appeler chez eux. Aujourd'hui encore, on peut les voir émigrer, souhaitant avant tout que leur nom de famille ne soit plus une condamnation.